Vous m'écoutez? Sinon, si vous m'écoutez, faites-moi un signe. Je vous entends. D'accord. Bon, donc on enchaîne avec la suite de cette deuxième partie du cours sur les hépatites virales. On est arrivé à la fin pratiquement des hépatites virales B. On a commencé à parler des mesures préventives et on a parlé de la vaccination. On disait que pour la vaccination, donc, elle s'adresse surtout à une certaine population cible, c'est-à-dire quand on dit cible, c'est-à-dire les personnes qui ont tendance à faire beaucoup plus, qui sont le plus risquées à faire une hépatite virale B. Et c'est surtout en premier lieu le personnel des établissements de santé est bon, vous allez faire partie, c'est-à-dire déjà normalement vous devez vous faire vacciner déjà dès maintenant, c'est-à-dire dès votre externat, parce que vous allez faire une vie active en matière dans le milieu médical, donc vous avez intérêt à faire une vaccination correcte. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les personnes en contact avec des patients ou du sang, professionnels de santé, pompiers, policiers, etc., les hémophiles, les dialysés qui constituent une véritable population à risque pour la B et pour la C, entourage d'un sujet infecté par le virus d'hépatite B, partenaire sexuel d'un sujet antigène HBS positif, les nouveau-nés, comme on en a vu tout à l'heure dans la transmission verticale, et les toxicomanes. Cette vaccination, il y a plusieurs produits qui sont disponibles. Actuellement, c'est surtout l'Ingérix et les Pavax, avec des schémas vaccinaux qui diffèrent selon qu'on soit adulte ou avant 15 ans. Il y a des schémas rapides, c'est-à-dire J0, J7, J21, 3 injections avec un rappel de 12 mois. Et il y a l'autre méthode, J0, M1, premier mois, deuxième mois, avec rappel au 12e mois. Et bien sûr, elle est obligatoire pour les professionnels de santé. Donc, fortement recommandé chez le nourrisson en même temps que la vaccin pentavalent. Et enfin, les nouveau-nés de mère porteuses d'antigène HBS. Et le rappel pour les vaccins, elle n'est obligatoire que pour les formes adultes, alors que pour les sujets qui se sont vaccinés avant 25 ans, généralement, c'est avec les schémas actuels. Donc, ceux-là ne font pas de rappel. Par contre, ceux qui sont vaccinés au-delà de 25 ans, des rappels à 5 ans, plus tard, sont obligatoires, avec contrôle des titres de la vaccination. Généralement, un titre protecteur au-delà de 10 unités. Il y a aussi la sérothérapie à côté de la vaccination, c'est ce qu'on appelle l'injection des immunoglobulines anti-HBS. Dans certaines situations, ils sont associés à la vaccination. Par exemple, oui, pour ceux qui ont posé la question, c'est la suite des hépatites, oui. Et le choléra sera à partir de 12h30, si tout le monde, bien sûr, est d'accord. Faites-moi un signe. Donc, je reviens pour le cours. Donc, cette sérothérapie s'impose avec la vaccination en cas d'exposition accidentelle à un sujet antigène HPS positif, certaines transformations hépatiques, ou chez les sujets, les nouveau-nés de mères porteuses d'antigène HPS. Là aussi, il faut une immunothérapie et une sérothérapie. D'ailleurs, on recommande chez les femmes enceintes porteuses d'antigène HPS de les préparer avant la naissance pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Pour l'hépatite virale D, l'hépatite virale D, vous avez remarqué tout à l'heure, chaque fois que je parlais de la D, je faisais allusion à la B. Pourquoi? Parce que tout simplement, le virus d'hépatite D ou le delta est un virus défectif ou insuffisant, ou qu'on peut appeler aussi d'autres termes, qui est incapable de se répliquer de manière autonome. Et il nécessite quoi? Un virus helper, c'est-à-dire un virus qui l'aide. C'est généralement le virus d'hépatite virale B. C'est un virus également ARN, comme tous les autres, sauf pour l'hépatite B, et qui utilise l'enveloppe de quoi? De la protéine d'antigène HBS, qui permet la transmission donc des cellules de sujet à sujet. Et la réplication par la suite sera autonome. L'épidémiologie et les modes de contamination se superposent à celui de l'hépatite B. Et généralement, on a constaté que les porteurs d'antigène HBS, généralement 5% de cette population sont porteurs de virus d'hépatite delta.
Ça, c'est pour montrer, ça c'est le virus delta à votre droite. Et ça, c'est l'hépatite B. L'hépatite B, ça, c'est la particule de Dan, c'est ce qu'on appelle la particule complète, avec l'enveloppe et l'ARN et la capside à l'intérieur. Et ça, c'est les particules virales qui peuvent se trouver seules comme ça. Et c'est ceux-là qui permettront la réplication, dont va utiliser le virus delta pour se répliquer et se multiplier. Donc, pas d'hépatite delta, il faut retenir dès maintenant, pas d'hépatite delta sans le virus d'hépatite B. Quand est-ce qu'on recherche ce virus d'hépatite delta? On le recherche d'abord par les marqueurs delta chez tout porteur de l'antigène HBS, c'est-à-dire tout porteur chronique, malade porteur chronique d'hépatite B doit faire l'objet d'une recherche d'hépatite delta. Et également, on peut le rechercher en cas d'hépatite aiguë chez un porteur chronique de l'antigène HBS, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est chronique et qui fait un tableau d'hépatite aiguë. Là, il faut demander les marqueurs d'hépatite delta. Et également, en cas d'hépatite aiguë sévère, survenant un sujet à risque. Par exemple, quelqu'un toxicomane ou personne venant d'une zone d'endémie, tout d'un coup, il fait une hépatite sévère. Pourquoi? Parce que généralement, il y a deux virus qui t'attaquent, c'est l'hépatite B et l'hépatite D en même temps. Ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution des marqueurs de l'hépatite delta. Remarquez l'antigène delta déjà, c'est le premier à apparaître, puis l'ARN delta devient positif après un certain temps, puis l'apparition, comme pour l'hépatite A, si vous vous rappelez, les IgM anti-HD d'hépatite delta, et puis après un certain temps, généralement 3 mois, apparaissent les IgG anti-HD. Les IgM vont regresser avec le temps, contrairement aux IgG qui vont devenir stationnaires avec le temps, avec risque d'évolution vers l'hépatite chronique et en même temps cirrhose et cancer du foie. La prévention de cette hépatite delta repose, c'est tout l'antigène HBS étant le constituant majeur de l'enveloppe du VHD, et donc la prévention essentielle, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Toute personne qui est vaccinée correctement, vaccinée contre l'hépatite B, sera protégée également contre l'hépatite delta. On passe à l'hépatite C. L'hépatite C, 3% de la population mondiale est infectée par ce virus. Elle est responsable de 20% des hépatites aiguës et de 70% des hépatites chroniques. Et constitue la cause majeure de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire le cancer. C'est la première cause de transformation en Europe. D'ailleurs, 170 millions de personnes sont infectées dans le monde et on a 3 à 4 millions de nouveaux cas par an d'hépatite C. Ce que vous voyez là, c'est la prévalence dans le monde selon cette carte géographique. Le vert, c'est-à-dire c'est moins de risques, c'est-à-dire c'est des pays moins endémiques, dont fait partie l'Algérie. Il y a la moyenne endémicité entre 2,5 et 10%, ce qui est en bleu clair, et ce qui est en orange, généralement en orange, là, ce que vous voyez là, c'est une prévalence assez élevée. Notez seulement, pour l'histoire, l'Égypte, parce qu'elle est reconnue comme étant un pays à forte prévalence, et d'ailleurs, au lieu d'être comme l'Algérie vert, il est en bleu parce que la prévalence peut atteindre jusqu'à 10%. Ça, c'est la constitution du virus de l'hépatite C. Vous voyez, il y a une enveloppe et sur laquelle il y a des glycoprotéines d'enveloppe 1 et 1. Et là, c'est la nucléocapside avec l'ARN viral à l'intérieur. Là, c'est l'organisation génomique. Pourquoi je casse la tête avec ça? C'est juste parce que vous allez voir dans le traitement, certains constituants, tels que surtout les protéines non structurales, ont été utilisés avec le temps comme cible thérapeutique et ça a été très efficace. On verra tout à l'heure les inhibiteurs de l'NS3 et de l'NS5. Vous allez voir, l'hépatite virale, fait partie des hépatites virales qu'on a pratiquement, avec le traitement, ça donne d'excellents résultats, contrairement à l'hépatite virale B. J'ai oublié tout à l'heure de dire, l'hépatite virale B, le traitement, il est pratiquement inefficace. L'efficacité ne dépasse pas 1%, contrairement à l'hépatite C qu'on verra tout à l'heure. La variabilité génétique, ça c'est un truc que je vous rappelle, je pense, le VIH, c'est-à-dire le génome fait beaucoup d'erreurs et il y a beaucoup de mutations. C'est pour ça que le traitement, surtout au départ avec l'interféron, posait d'énormes problèmes. Et il y a des génotypes, comme pour l'hépatite D, il y a 6 génotypes. Les molécules qui agissent sur tous les génotypes, on les appelle les molécules pangénotypiques, surtout
ceux actuellement utilisés. Parce qu'autrefois, quand on utilisait l'interféron, il y avait des génotypes qui sont sensibles et d'autres qui sont résistants. Voilà l'arbre généalogique, entre parenthèses, qui fait classer plusieurs génotypes et dont la fréquence varie selon le pays. Par exemple, l'Algérie, comme l'Europe, c'est le génotype 1 qui est le plus fréquent et en particulier le MV qui se voit surtout par transmission sanguine. Alors que le 1A se voit, par exemple, chez les toxicomanes en même temps, au même titre que le 3. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, sur le plan épidémiologique et la contamination se fait principalement, je dis par excellence, c'est l'hépatite liée au sang, liée aux transfusions sanguines, à la transfusion, à la toxicomanie intraveineuse, pardon, chez les toxicomanes et surtout l'utilisation de matériel mal stérilisé. La contamination sexuelle, je ne dirais pas qu'elle est nulle, statistiquement, elle est pratiquement nulle, mais attention, en cas de co-infection avec le VIH ou de lésion génitale, attention, il peut y avoir transmission de l'hépatite C. Et enfin, la transmission de mère-enfant est possible, surtout en période périnatale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Et enfin, la contagiosité, elle est moindre par rapport à l'hépatite B, mais elle est plus importante que le VIH et c'est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la résistance dans le milieu extérieur. Généralement, après la piqûre accidentelle, elle est de 3 à 10%. Comme pour l'hépatite B aussi, il y a des populations à risque. La transfusion, la chirurgie ou la réanimation, l'accouchement difficile, tout ceci constitue des populations à risque. Chez les toxicomanes, d'ailleurs, qui dit hépatite C dit en premier lieu les toxicomanes, surtout en Europe et aux États-Unis. Il y a aussi des populations qui nous font peur. D'ailleurs, les centres de dialyse, la prévalence d'hépatite C, elle peut aller jusqu'à plus de 50% parce que la désinfection des appareils est très difficile. Il y a aussi la partenaire sexuelle et entourage porteur de virus. Attention aussi à certaines manœuvres liées à la culture, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs, le tatouage, le piercing, si les mesures d'asepsie ne sont pas respectées, bonjour l'hépatite C. Il y a aussi le milieu carcéral chez les détenus, etc. Et donc, pour les modes de contamination, il y a des modes qui sont prouvés. C'est l'accident d'exposition, toxicomanie, piercing, tatouage, transfusion de produits sanguins, surtout avant une certaine date, surtout en 1995, avant que le contrôle devienne efficace. Il y a des moyens qui sont, disons, la transmission, elle est modérée chez les hémodialysés, c'est en cas d'endoscopie digestive, cathétérisme vasculaire, en gynécologie, les relations sexuelles, intrafamiliales. Ça, c'est modéré. Et enfin, ce qui est en vert, d'ailleurs la couleur vert, c'est-à-dire autorisé, donc il n'y a pas de risque. Par exemple, les baisers, l'utilisation les mêmes couverts et la vaisselle également, la nourriture et la prise d'eau chez les mêmes partenaires, donc il n'y a pas de risque. Et donc, les dépistages de l'hépatite C, parce qu'on l'appelle d'ailleurs l'hépatite silencieuse, donc doit cibler certaines catégories, les toxicomanes en premier lieu, les transfusés avant 91 ou 93 en Algérie, avant que le contrôle ait été instauré, les hémophiles et surtout les hémodialysés doivent être cibles de dépistage. On a aussi les enfants nés de mères atteintes d'hépatite C à cause de la transmission possible verticale. Donc, toutes ces populations doivent bénéficier d'une sérologie d'hépatite C. L'histoire naturelle, contrairement à l'hépatite B, il y a uniquement 20% de guérison, 80% passage à la chronicité. Sur les 80%, il y a 24% qui restent stables, 32% qui vont progresser de façon intermédiaire et 24% qui vont progresser de façon rapide. Les deux vont aboutir à des périodes différentes. Ça, c'est plus importante, là, c'est plus court, vers la cirrhose, dans 10% des cas. Et c'est lié aussi à l'addition d'autres facteurs, tels que l'alcool, l'âge supérieur à 40% ou l'immunodépression. Et bien sûr, ça peut aller vers le cancer dans 5% des cas. Sur le plan clinique, l'hépatite aiguë, elle est asymptomatique dans plus de 90%, jamais de fulminante, mais elle peut être symptomatique dans de rares cas. Elle évolue dans moins de 30% vers de la guérison, mais plus de 70% vers la chronicité, contrairement à l'hépatite virale B, je le répète encore. Les diagnostics et les bilans d'évolutivité de cette hépatite C, c'est d'abord la sérologie et la PCR selon les situations. L'évaluation histologique est importante pour voir à quel stade le malade est.
est arrivé. Ça repose soit sur des méthodes invasives anciennes, telles que la fonction biopsie hépatique, qui est plus ou moins délaissée actuellement. Mais actuellement, on va vers les méthodes non invasives, biologiques, telles que le fibromètre, le fibrotest. Et il y a aussi le fibroscan, ça ressemble à l'échographie et ça donne une idée sur l'évolution histologique, à quel stade notre malade il est. Comment faire le diagnostic, généralement on fait une sérologie, que ce soit le malade asymptomatique en fonction des populations, surtout les populations à risque, ou symptomatique. Si cette sérologie est positive, pour savoir si on évolue vers la guérison ou la persistance, là il faut faire la PCR, c'est-à-dire la recherche de l'ARN du VHC. S'il est indétectable après un certain temps, donc on dira que le malade est guéri spontanément. Il peut guérir aussi sous traitement. Et si par contre elle est positive, c'est-à-dire sérologie positive avec ARN du VHC positif, donc il y a une persistance du virus de l'hépatite C et donc plus de 80% évolution vers la chronicité. Les méthodes d'évaluation de la fibrose, parce que toute la gravité de l'hépatite C qui évolue dans plus de 80%, c'est vers la chronicité. Donc, il faut évaluer. Rappelez-vous, je vous disais que le pronostic des hépatites chroniques, c'est surtout l'évolution de la fibrose. Donc, je disais qu'il y avait des méthodes invasives, la PBH, et les méthodes non invasives, biologiques. C'est des marqueurs, c'est des scores. C'est des scores qui nous donnent une idée. Il vous dit, c'est-à-dire, vous faites un bilan biologique et le laboratoire vous répond avec un score en vous disant qu'il est à tel stade. Ça dépend le score. Et il y a des marqueurs non biologiques, c'est ce qu'on appelle les fibroscans, qui va nous donner une évaluation, c'est ce qu'on appelle l'élastométrie aussi, qui donne des résultats en kilopascal. Et en fonction de l'importance de ce kilopascal, c'est-à-dire au-delà de 10 à 15 kilopascal, votre malade a dépassé F3, F4. Et donc, le diagnostic dépistage de l'hépatite C, c'est la détection du virus de l'hépatite C. Ces anticorps qui sont présents dès le 15e jour, des fois jusqu'à 90 jours. Là, c'est mieux pour l'hépatite aiguë. Vous voyez l'évolution. Les symptômes, c'est entre un mois pratiquement jusqu'à 3 mois, puis disparaître, si bien sûr l'hépatite est symptomatique, ce qui est rarement le cas. Mais c'est surtout la présence de l'ARN du VHC qui est présente dès le premier mois et qui persiste selon l'évolution de la maladie. Par contre, les anticorps anti-VHC que vous voyez là, ils apparaissent dès le premier mois et ils sont positifs pendant longtemps. Ça peut aller des années. Votre malade aura ces anticorps qui apparaissent 4 à 6 semaines après le pic des transaminase, soit 12 à 15 semaines après la contamination. En cas de passage à la chronicité, toujours sérologie positive, mais l'ARN, ça dépendra s'il y a des guérisons ou non. Et en cas d'hépatite chronique, regardez les transaminases, il va pas avoir un pic important, mais il y aura surtout des fluctuations. Vous pouvez tomber dans des périodes de transaminase normales et dans d'autres, il y aura 2 à 3 fois la normale. Ça, c'est ce que je disais, l'élastométrie, c'est ce que le fibroscan qu'on a dans le service. Malheureusement, il est en arrêt actuellement à cause du virus du coronavirus. Et bien sûr, qui donnera des résultats en fonction de classification. La plus utilisée, c'est une classification qu'utilisent les anglo-saxons, mais les francophones utilisent surtout la classification de Métavir. Autrefois, on parlait des atteintes A1, A2 pour traiter, c'est-à-dire il faut A2 pour traiter, mais maintenant, non. Maintenant, avec l'arrivée de nouvelles molécules, parce qu'autrefois on utilisait l'interféron surtout, et tellement il est toxique associé à la ribavirine, donc c'est pour ça qu'on a utilisé la classification des métavir A2, F2. Par contre, ça c'est jusqu'à 2011, avec toxicité importante et la durée du traitement un an jusqu'à 1 an et demi en fonction des réponses, et l'efficacité généralement ne dépassait pas de 55%. En 2011, il y a eu apparition de ce qu'on appelle les antiviraux d'action directe et surtout les antiprotéases de première génération, boceprevir, telaprevir, mais auxquels la toxicité est également importante parce qu'ils sont associés à l'interféron et la ribavirine. Cette trithérapie, donc les effets secondaires de la bithérapie associés aux effets secondaires surtout dermatologiques, et donc vous imaginez le tableau.
Et à partir de 2012-2013, il y a eu l'apparition des antiviraux d'action directe auxquels on fait des combinaisons, parce qu'on ne peut pas donner un antiviral seul. Donc, on faisait des combinaisons entre des inhibiteurs de protéase. Dans cette catégorie, il y a le sémiprévir, surtout qui est le plus utilisé. En Algérie, les deuxièmes générations n'ont pas été très utilisées, mais on a utilisé surtout en Algérie les inhibiteurs de la NS5-1 tels que daclatasvir et les lédépasvir, associés bien sûr au premier sovosvir, et avec le temps il y a eu d'autres molécules, d'autres combinaisons, et qui ont donné des résultats excellents, puisqu'on est passé pratiquement avec le temps, depuis l'apparition de la découverte du virus d'hépatite C, de 6% jusqu'à 90 à 95% d'efficacité. Sur le plan préventif, pour éviter la transmission, c'est les recommandations de la vie quotidienne, c'est des hépatites à transmission sanguine, donc attention au partage des seringues, les ciseaux, les lames de rasage, etc. Qui peuvent transmettre les maladies. Il y a les précautions standards à prendre, lavage et désinfection des mains, le port des gants, les gants doivent être changés entre deux patients, le port de surblouse, lunettes, masques, les matériels, attention pour les matériels souillés, les surfaces souillées qui doivent être désinfectées également. En cas d'accident d'exposition, les facteurs qui augmentent le risque de transmission, c'est surtout la vélémie du patient source, qui est élevé, le risque est très élevé également. L'objet piquant est une aiguille creuse, là le risque est élevé parce qu'elle va pénétrer un vaisseau sanguin. Si la blessure elle est profonde, et aussi la personne blessée ne portait pas de gants. Ça, c'est des facteurs qui augmentent la transmission. En cas de cet accident, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a une plaie ou une piqûre, nettoyer la plaie, ne pas exercer de pression, nettoyage immédiat par l'eau courante ou savon, rincer et réaliser une antisepsie avec des dérivés chlorés tels que l'eau de javel, du à 1% ou du Dakar, au minimum pendant le temps de contact 5 minutes. Si projection au niveau des muqueuses, particulièrement au niveau des yeux, il faut rincer abondamment avec une solution antiseptique, du sérum physiologique et à défaut de l'eau. Au minimum, le contact doit être pendant 5 minutes également. Consulter immédiatement un médecin et déclarer l'accident d'exposition. On a terminé avec l'hépatite C. On a 10 minutes pour l'hépatite E, en disant que l'hépatite E, elle est découverte pratiquement très récente, c'est la dernière découverte. Là, c'est que vous voyez, c'est la carte géographique qui montre la prévalence de l'hépatite E. C'est une hépatite qui est très prévalente dans ce qui est marqué en disant vert foncé. Ça, c'est des zones de haute prévalence. Là, c'est en fonction des génotypes. Le génotype 1, par exemple, qui domine dans le nord africain, ce qui nous intéresse. Sur le plan épidémiologique, les modalités de transmission, l'hépatite E se transmet par l'ingestion d'eau. Rappelez-vous, c'est une hépatite à transmission entérale, comme pour la A. Donc, ingestion d'eau contaminée par les excréments humains. Ingestion aussi de foie, viande, de sanglier, porc ou cerf, ceux qui mangent ça. La transmission peut être aussi maternofœtale, passage transplacentaire au cours du 3e trimestre, et rarement la transmission se fait par transfusion. L'hépatite E est considérée comme une zoonose parce qu'il y a beaucoup de réservoirs animaux tels que le porc, les bovins. Les bovins, quand on dit bovins, ça nous concerne, c'est la vache par exemple. Les caprins tels que le chien ou les ovins, les rats aussi. Sur le plan clinique, l'infection est silencieuse, peut être silencieuse et évolue vers la guérison. Personne n'entend parler. Ça peut être une infection aiguë, symptomatique, qui évolue soit vers la guérison spontanée, soit vers l'hépatite fulminante. Comme je disais, attention, il y a risque de transmission fulminante, d'évolution fulminante dans l'hépatite E, de morbidité, de mortalité maternelle et fœtale élevée en cas de transmission verticale, donc risque d'hépatite fulminante. En cas d'hépatite aussi, on peut avoir l'hépatite subfulminante sur hépatopathie chronique sous-jacente, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une hépatopathie, et ça peut évoluer aussi vers l'hépatite chronique. En cas de transplantation d'organes, chimiothérapie ou en cas de terrain de VIH. Elles peuvent évoluer vers la guérison, mais dans ces terrains, elles évoluent surtout vers la cirrhose avec une maladie proprement hépatique avec beaucoup de manifestations extra-hépatiques. Le diagnostic se fait surtout la détection du génome viral par biologie moléculaire et la preuve de la présence virale dans le sang ou les selles.
Le diagnostic indirect, c'est la détection des anticorps. Sur le plan pratique, on peut être en présence, surtout on fait une sérologie avant d'aller à la charge virale. Si on a des IgM, IgG positifs, donc l'infection en cours. Si des IgG positifs avec IgM négatif, ça peut témoigner d'une immunisation ancienne. Si on a des IgG négatifs et IgM positifs, ça peut être infection débutante ou alors des faux positifs, intérêt de contrôler la sérologie. Si par contre, on a des IgG négatifs avec IgM positif, là c'est une infection débutante, intérêt aussi de faire une PCR dans le sang ou également dans les selles en cas de forte suspicion. Je remercie pour votre attention. J'ai constaté qu'il y avait il n'y avait pas beaucoup de questions. J'ai vu tout à l'heure une question portant sur l'endémicité pour l'hépatite B par rapport aux zones géographiques. C'est-à-dire l'Algérie pour l'hépatite B, elle est considérée comme une zone de moyenne contagiosité, c'est-à-dire la séroprévalence. Il y a eu beaucoup de séroprévalence effectuée en Algérie. Généralement, on situe l'Algérie, les séroprévalences ont été effectuées, classer l'Algérie entre 3 et 6 jusqu'à 6%. Et c'est pour ça qu'on classe l'Algérie à zone de moyenne endémicité. Pour ce qui est de le cours, je pense qu'il est sur la plateforme. J'ai mis, ça fait un bon moment déjà. Les diapos, bon, ils sont là, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Les diapos que pour la question, pour ce qui est des cours que j'ai mis le PDF. Oui, ça, sur la plateforme, c'est le cours en PDF pour les hépatites virales. D'ailleurs, tous mes cours sont en PDF sur la plateforme. Ben, je vais vérifier également ce soir. Normalement, ça n'a pas été changé parce que ça fait un bon moment. Ça fait pratiquement, je les ai mis au mois de juillet, au mois de août. Donc, vous n'allez qu'à voir dans cette plateforme. Vous ne m'avez pas donné par rapport au choléra. Est-ce on le commence à midi 30, si tout le monde est d'accord? Midi 30, comme ça, vous serez libre à partir de 1h15. Pour la diapo, je peux mettre la diapo sous forme de PDF. Je ne sais pas si j'aurai l'accès, mais sinon, ce soir, je mettrai le diapo sous forme PDF sur la plateforme. D'accord? Ce soir, je vais l'enregistrer sous forme PDF. Ces diapos, je vais les mettre en PDF. OK, si ça vous arrange. D'accord, merci. Reste pour le choléra, j'attends toujours vos suggestions. Est-ce que tout le monde est d'accord pour midi 30? Oui. Apparemment, je vois que c'est oui. Et donc, il y a toujours la connexion. Oui, oui, je sais que ça peut se convertir en PDF, c'est-à-dire les diapos, vous allez trouver les mêmes diapos sous forme de PDF. Et le choléra, donc midi 30, les diapos en PDF aussi pour le choléra, si vous voulez bien, oui, je les mettrai également. Le staph et le strepto, oui, sans problème. Sans problème. Vous aurez les diapos de staph et strepto en PDF. Pas de questions sur les hépatites virales. Je sais que le polycope, vous allez voir le polycope, il est très détaillé. Le polycope a été fait de façon que chaque hépatite virale a été détaillée tout seul. Donc, celui qui a des ondes d'ombre par rapport à la présentation en PowerPoint, il n'a que voir les diapos, il y aura beaucoup plus de détails. Ce qu'on demande, c'est pas d'apprendre le polycope par cœur, mais c'est surtout d'insister ce qui a été dit sur les diapos. Le polycope est surtout pour expliquer certaines parties du cours. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à tout à l'heure.